C'est l'heure de votre journal. Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver sur 8 Mont-Blanc. Nous sommes le mardi 13 décembre 2016. Fin novembre, Jean Boutry, maire de Crangevrier depuis près de 14 ans, démissionnait. Hier soir, les conseillers municipaux ont donc choisi leur nouvelle édile en la personne de Nora Segault-Labidi. Son portrait dans ce journal. Et puis nous irons en montagne, direction le pays de Gex. La station des Monts-Jura a décidé d'investir plus de 15 millions d'euros pour s'assurer un avenir. Enneigeurs, remontées, équipements, nous ferons le point avec Pauline Courceau. Elle a 44 ans, elle est née à Villeurbanne et est haut-savoyarde depuis 12 ans. Nora Segault-Labidi est depuis hier soir le nouveau maire de Crangevrier. Une récompense pour cette femme engagée dans le militantisme depuis de nombreuses années et en vent de fraîcheur en politique aussi. Tout en haut de la pile des dossiers du nouveau maire, la commune nouvelle d'Annecy qui deviendra officielle au 1er janvier. Emmanuel Jaude et Sébastien Germain l'ont rencontrée. 19h30 ce lundi 12 décembre 2016, Nora Segault-Labidi est officiellement élue maire de Crangevrier par 24 voix sur 24 par le conseil municipal en remplacement de Jean Boutry, maire démissionnaire. Beaucoup d'émotions parce que c'est vrai que quand on est porté par un collectif, une équipe, on sait qu'on est maintenant sur un siège qui nous permet aussi d'emmener et de pouvoir propulser une équipe dans une aventure qui reste à construire. Nous retrouvons Madame le maire ce mardi matin, après une courte nuit, dans son tout nouveau bureau qui ne porte pas encore son nom. Elle est accompagnée de Jean Boutry qui en profite pour prodiguer de précieux conseils à celle qui lui a succédé. Nora travaille avec nous depuis 2008, depuis 8 ans. Elle a fait 2 mandats d'adjointe à l'urbanisme, puis première adjointe chargée de l'éducation. Et puis elle s'est fait reconnaître dans l'ensemble de l'équipe. Elle a du charisme et elle a un très beau parcours, pas seulement un parcours d'élu avec nous, mais avant elle a un parcours d'engagement social. Pour cette ancienne chargée de mission à l'agence d'urbanisme de Lyon, le militantisme associatif, notamment dans le domaine du droit au logement, n'est pas un vain mot. Installée à Crangevrier depuis maintenant 12 ans, Nora Segault-Labidi, 44 ans, entend bien imposer son style. La notion de transmission est importante. On a besoin de tout le monde, des anciens comme des jeunes. Et je crois que cette filiation, cette transmission, je dirais, de volonté de pouvoir changer les choses dans sa propre cité et de dire que tout le monde est concerné, et dans toutes les générations, intergénérationnelles. Et je crois que c'est ce qu'on a voulu montrer. Pour Madame le maire fraîchement élue, le plus dur commence peut-être. Dès le 1er janvier 2017, Crangevrier intégrera la commune nouvelle d'Annecy et elle devra faire en sorte que sa commune trouve sa place dans cette future entité. Cette fusion, moi j'en attends énormément aussi parce que ça permettra ce maintien du service public dans lequel nous nous attachons énormément, nous sommes extrêmement attachés à cela, et de pouvoir aussi faire en sorte que nos concitoyens puissent garder ce service et qu'il soit équitable sur l'ensemble du territoire. Donc ça c'est vraiment notre priorité. Nora Segault-Labidi l'a promis, du haut de ses 17 500 habitants, Crangevrier pèsera de tout son poids dans la commune nouvelle. C'est en tout cas l'objectif qu'elle s'est fixé. Ce matin avait lieu le vote du budget primitif 2017 en présence de nombreux conseillers départementaux de Haute-Savoie. Il s'élève à plus d'1 milliard d'euros. Ce budget a été débattu dans un contexte bien particulier puisqu'au 1er janvier 2017, la réforme territoriale entrera en vigueur. Un handicap pour le conseil départemental qui sera désormais dans l'incapacité d'allouer toute aide directe ou indirecte aux entreprises avec le transfert de la compétence économie à la région. Le budget a été adopté à l'unanimité. Parmi les gros investissements, 2 collèges vont être construits sur les 2 prochaines années. Le taux de fiscalité ne devrait pas augmenter, il n'a pas bougé depuis 7 ans. On écoute Christian Monteil, président du conseil départemental de Haute-Savoie. Il en dit plus au micro d'Olivia Boisson. Le département de Haute-Savoie n'a pas peur de parler de gestion rigoureuse. Cette rigueur en matière de gestion, j'en parle depuis plusieurs années. Et je l'assume, et mes collègues reconnaissent cette position. Nous devons être rigoureux, nous travaillons avec des fonds qui sont de la fiscalité. Si on veut respecter le propriétaire, celui qui est propriétaire de sa maison, celui qui est propriétaire de son usine, on doit limiter cette fiscalité. Et donc cette gestion rigoureuse, elle doit s'appliquer pour nous-mêmes, pour les élus, pour leurs déplacements, pour le fonctionnement. Elle doit s'appliquer sur la communication, sur beaucoup de sujets.
Et ce budget a été l'occasion de sécuriser tous ces sujets. Le débat était clair, il était transparent, il était limpide, admis pour tous, y compris d'ailleurs sur une gestion du personnel un petit peu plus resserrée, où nous mobiliserons certainement une quarantaine d'emplois non permanents qui étaient mobilisés jusque-là. Donc il faut aller à l'essentiel et il faut sauvegarder le modèle au Savoyard. Encore un mot de politique, on en a déjà parlé dans ce journal. La loi Montagne, nouvelle version, a été adoptée par l'Assemblée nationale il y a quelques mois. 5 maires de stations viennent de publier une lettre ouverte à l'attention des sénateurs. Ils demandent que la loi Montagne corrige, je cite, les effets néfastes de la loi Allure pour l'accès au logement. Pour faire simple, cette dernière favorise la construction de nouveaux bâtiments, augmentant la pression immobilière déjà très forte dans les stations. Les 5 maires de Chamonix, La Clusaz, du Grand Bornand, Bourg-Saint-Maurice et des Deux Alpes demandent donc qu'en montagne, une distinction soit faite entre résidences permanentes et secondaires. Véritable corridor biologique, l'Arve est riche de toute une diversité d'espèces animales. Pour les protéger au mieux, un contrat vert-bleu Porte des Alpes vient d'être signé par la région, les collectivités et le syndicat mixte d'aménagement de l'Arve et de ses affluents. Tous ont décidé de s'unir pour la cause des espèces menacées par l'urbanisation du territoire. 42 communes sont concernées. Olivia Boisson. Ils ont été unanimes. Le contrat vert-bleu est désormais officiel. L'objectif, maintenir et développer la biodiversité au sein de la vallée de l'Arve. Aujourd'hui, il y avait la Ligue de protection des animaux, la FRAPNA, l'agriculture et les chasseurs. C'est d'habitude des gens qui se parlent, mais quelquefois il y a un peu d'électricité dans l'air. Aujourd'hui, ils sont sur la même table et ils signent. Donc il y a cette culture et cette envie de faire réussir ce territoire. Parmi les 6 objectifs du contrat, pérenniser les liaisons biologiques fonctionnelles. Elles permettent la libre circulation des espèces sur un territoire de près de 520 km². Alors on a une très grande biodiversité, une richesse incroyable en termes d'espèces, mais malgré tout, avec la forte urbanisation, il ne faut pas oublier qu'on est dans le Grand Genève, donc du coup avec une très forte pression foncière et du coup une pression sur les espaces environnementaux. Des actions concrètes sont prévues. Le marais du Pont-Neuf va être rénové et des dispositifs vont être installés afin d'éviter les collisions sur les animaux. Sur les routes départementales, mais aussi sur les autoroutes, comme c'est le cas à Arenton. Là où il y a des passages qui ont été identifiés et obstrués par l'autoroute, on va avec l'autoroute va financer le passage naturel du grand gibier grâce à des passages aériens. Voilà un exemple concret qui va contribuer à l'équilibre et le maintien de la biodiversité dans cette partie de la Haute-Savoie. Le contrat comporte au total 36 mesures. La mise en place de ces dernières est répartie sur 5 ans. Montant de l'opération, plus de 4 millions d'euros. On a 25 km de corridors écologiques de qualité, plus de 100 km² d'espace naturel à protéger sur cet espace-là. C'est un engagement, c'est une action, mais parfois on en doute. Il ne faut pas en douter. L'action des élus territoriaux, elle est réelle, elle est constante, elle est quotidienne, elle est engagée. Et les syndicats comme le SM3A qui sont créés pour se donner les moyens d'être plus pertinents, plus experts dans les domaines, eh bien, se consacrent, s'engagent et font en sorte que, autant que faire se peut, on puisse être meilleur demain que l'on est aujourd'hui. Du plateau des Bornes au massif des Voirons et du Salève au Maule, la faune et la flore ont donc de beaux jours devant elles. Je vous le disais dans les titres, la station des Montjurats dans le Pays de Gex va faire peau neuve. Épinglée il y a moins d'1 an par la Chambre régionale des comptes, elle a aujourd'hui su se relever. La station lance un grand plan d'investissement de 16 millions d'euros sur 4 ans, de quoi attirer les touristes, mais aussi les locaux. On fait le point avec Pauline Corso. La neige n'est pas encore là en abondance, mais les investissements pour ramener des skieurs, eux, sont bel et bien là. 16 millions répartis pour différents travaux. 450 000 euros seront alloués pour couvrir le garage des télésièges débrayables. Une télécabine mixte devrait également être construite d'ici 2018 pour 6 millions d'euros. Autant de projets nécessaires à la pérennisation de la station. On s'est projeté Montjurat dans 5 ans
que doit être Montjura dans 5 ans et si Montjura doit être pérenne, tant au niveau financier, économique que touristique. Il faut absolument faire ces investissements et ce montant des 16 millions est vraiment un montant minimum. On ne va plus parler comme c'était le cas durant des années sur un site qui est Lavater, un site La Faucille, un site Lélex, un site Crozet ou Mentières. On va vraiment parler d'une station qui est Montjura, avec différentes portes d'entrée certes, mais c'est vraiment une politique de commercialisation sur Montjura avec tous les atouts que Montjura a la possibilité d'apporter à la clientèle. Point sensible de ce domaine, la station de Mentières. Épinglée par la Chambre régionale des comptes, le modèle économique est jugé non viable. La station a donc décidé d'investir avec la construction, entre autres, d'une billetterie pour un coût de 60 000 €. Le prix du forfait a également été uniformisé. Mais il fallait aussi un investissement humain. Nous, on a pris notre bâton de pèlerin et on allait rencontrer les élus de Bellegarde, et en particulier le maire de Bellegarde, le maire de Confort et le maire de l'Ancran. On a discuté avec eux parce que tous ces élus et tous les habitants du bassin bellegardien sont quand même très attachés à la station de Mentières. Donc voilà, on a réussi à négocier une aide financière de ces 3 communes, bon, qui ne couvrira pas bien entendu le déficit, mais qui permet peut-être de pérenniser aussi la station. Cette aide supplémentaire de 70 000 € pourrait donc permettre de sauver la station bellegardienne. Avec ses 60 km de piste, la station de Montjura fait partie des plus importantes du département. Reste désormais à attendre la neige. Comme il est de tradition, la soirée de lancement de Glisse en Cœur a eu lieu ce lundi soir à l'Impérial Palace d'Annecy. Glisse en Cœur, le plus grand événement caritatif de la montagne française, fêtera en 2017 sa 10e édition. Elle aura lieu du 17 au 19 mars prochain au Grand Bornand. Pour l'occasion, c'est ELA, l'association européenne contre les leucodystrophies, qui sera à l'honneur de ce relais de ski par équipe long de 24 heures. ELA, connue notamment grâce à son parrain Zinedine Zidane, espère récolter au moins aussi bien qu'en 2016 où près de 309 000 € avaient été remportés. On écoute Guy Alba, le fondateur de l'association, au micro de Sébastien Germain. On se dit, ah oui, c'est vrai, elle pouvait faire. Ce sont des maladies rares, donc confidentielles. Une maladie grave et rare, c'est la double peine. Et heureusement, grâce au parrain, on a pu donner un peu de notoriété à notre combat, on a pu donner de la visibilité, on a pu lever l'anonymat qui pèse sur sa maladie, on a pu en parler. Et en parler, c'est déjà aider. Et c'est vrai que la Haute-Savoie est très présente aux côtés d'ELA. Je pense qu'il y a quelque chose de particulier ici. Je pense que la solidarité n'est vraiment pas un vain mot. On sent les gens motivés, passionnés, on sent les gens envie d'aider. Et c'est pour ça que finalement, la rencontre avec ELA et notre rencontre avec vous s'est faite, j'allais dire, presque naturellement. Parce qu'entre l'authenticité du combat des parents de l'association et cette sincérité dans l'accompagnement, dans la volonté d'aider, de se mobiliser, qu'on retrouve au Grand Bornand, comme à Évian et comme ailleurs, au Contamine par exemple, eh ben, y a pas photo, quoi. On sent que c'est vrai, on sent que c'est sincère, on sent qu'on est entre amis. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à l'info sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe. Tout de suite, c'est Cénomag. Dans un quart d'heure, retrouvez le documentaire Maurienne Odyssée. Nos programmes continuent donc tout de suite sur 8 Mont Blanc et sur 8montblanc.fr. Et puis demain, vous aurez le plaisir de retrouver Pauline Courceau pour le JT. Un JT tourné depuis Chamonix à l'occasion de la cérémonie des micros d'or. Une cérémonie que vous pourrez suivre en direct sur 8 Mont Blanc dès 19h30. Je vous rappelle qu'elle récompense les meilleurs journalistes sportifs. Passez une très belle soirée.